Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au Café des experts économiques. Nous nous retrouvons un mercredi et pas un mardi. Il y a le chaos qui nous entoure en ce moment avec le retour, cette deuxième vague du Covid qui perturbe déjà le quotidien des Algériens. La situation est extrêmement sérieuse. Nous espérions un automne de reprise économique et sociale. Nous avons déjà un automne de crypto reconfinement, puisque les mesures ont déjà été prises et qu'à 20h, nous devons être sur 29 wilayas dans les maisons en attendant d'autres mesures, et il risque d'avoir rapidement d'autres mesures. C'est un des sujets principaux de ce Café des experts économiques qui va être le fil conducteur des prochains numéros. Nous le devinons, nous le ressentons, nous le redoutons. Ça va être comme ça. L'autre sujet sera le traitement de certaines mesures du projet de l'avant-projet de loi de finances qui est en discussion aujourd'hui même, ce matin même. Nous avons un journaliste qui le suit à l'Assemblée nationale, donc en discussion avant adoption. Pour nous suivre, donc, la Dream Team avec nous, Reda, bonjour. Reda Amnani, toujours fidèle, là, toujours au poste, voilà. Et puis, Ali Harbi qui parcourt toujours l'Algérie par moi et par vous. Oui. Ça va, Ali, la base? Oui, très bien. Très bien. Un peu fatigué par la route, mais... Par la route, oui. Cette fois, c'était Biskra, c'était le sud-est. Oui, C'est promis pour la prochaine. Voilà. Alors, la situation est sérieuse. Moi, je me suis jeté à l'eau en signant un papier la semaine en disant, le week-end dernier, en disant que le confinement le retour au confinement était inévitable parce qu'on a pris trop de retard depuis le rebond de la courbe. Alors là, quand on parle de la courbe, on ne parle pas des chiffres officiels. Les chiffres officiels, on a décidé de les mettre de côté parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est la restitution de nos vies sociales, les hôpitaux, la famille, les amis, etc. On voit comment ça se passe autour de nous. Et donc, le confinement, me semble-t-il, était inévitable. Il y a une première mesure qui a été prise, c'est de redescendre à 20h pour le couvre-feu dans 29 wilayas. On l'appelle bien couvre-feu. Donc, ma première question, messieurs, elle est directe. Pour l'économie, on va en parler dans le détail, mais pour bloquer, est-ce que vous jugez que c'est une mesure suffisante ou est-ce qu'on va aller au-delà? Et si on doit aller au-delà, dans quelle direction on doit aller? Et est-ce que vous le souhaitez? Qui se mouille le premier? Bon, on va y aller. Non, ce qui est évident, c'est que la réalité sociale est terrible par rapport à ce que nous avons comme information tous les jours. Donc, on nous annonce des 400, 600, on est monté, je crois, au-delà de 700 contaminations par jour. Pour une population de 44 millions d'habitants, je pense que statistiquement, c'est en deçà de la réalité. Quand on prend un club qui est en stage, où il y a 40 personnes en stage et qu'il y en a 8 qui sont touchés par le Covid, si on fait une distribution statistique par rapport à la population, les chiffres sont bien au-delà de tout ce qu'on donne. C'est un élément non représentatif, mais en tout cas, et même dans nos familles, autour de nous, on voit les gens qui sont malades, qui sont atteints par la Covid, et les gens qui décèdent. Donc, les chiffres ne sont pas, peut-être que c'est un problème de test ou un problème de repère. Mais enfin, la situation est très grave selon moi, elle s'amplifie. Elle est à l'image de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas seul en Algérie. Et en Algérie, on ne peut pas rester dans une autarcie totale sur ce plan-là. Et donc, les éléments sont là. Sur le plan économique, les mesures qui sont prises, j'ai l'impression... Suffisantes, pas suffisantes? Non, je considère que ces mesures ne tiennent... Il n'y a pas de compétence pour analyser la situation et prendre les mesures de façon bien discernée. Alors, je pose la question autrement, Reda, parce que là, c'est un peu de la langue de bois. Non, c'est pas la langue de bois. Pour moi, actuellement... En mars-avril, on avait des taux de contamination beaucoup plus faibles et on avait des mesures beaucoup plus importantes par rapport à maintenant. Ma question, c'est
est-ce qu'on peut faire face à une contamination beaucoup plus forte avec des mesures beaucoup plus faibles? Non, moi je considère que je répondrai d'une autre façon. Je dis qu'aujourd'hui on a une expérience, on a vécu quelque chose et sur le plan économique on en a vu les conséquences. Donc aujourd'hui on doit prendre les mesures avec discernement. On ne doit pas faire passer un rouleau compresseur sur tout ce qui bouge. Non. On doit avoir des compétences pour discerner dans les mesures à prendre, confinement partiel, confinement total, comment faire en sorte que l'économie continue à fonctionner, que la logistique continue à fonctionner, parce qu'actuellement, les transports sont interdits, interwilaya. Donc, il y a aussi la partie, si vous voulez, à 20 heures. Est-ce que les marchandises, est-ce que les usines vont pouvoir continuer à tourner le soir? Donc, vous voyez, c'est des mesures qu'il faut prendre avec beaucoup de discernement et d'intelligence et tirer parti de l'expérience acquise. C'est pas parce que le problème s'est aggravé que je vais prendre un bâton pour tuer une mouche. D'accord, donc il faut y aller avec discernement et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de compétences pour faire preuve de discernement et on va laisser l'appareil économique se détériorer. Il va se détériorer. Avant qu'Ali ne réponde à la question initiale que j'ai posée, y aller avec plus de discernement, bon, on est d'accord pour dire qu'on n'a pas d'outils statistiques, ça, on n'en parle même pas, on passe dessus. Nous, au passage, on a décidé de construire un baromètre synthétique sur la base des pages locales. Nous, c'est Maghreb émergent, sur la base des pages locales de médecins par wilaya qui donnent les morts par jour par wilaya, et on s'est rendu compte déjà que sur 3-4 wilayas, on est au-delà, sur 3-4 wilayas seulement, on est au-delà du chiffre. Absolument. Très au-delà du chiffre officiel. Donc voilà. Donc et on va essayer de le construire parce qu'on est parti malheureusement dans la durée. Donc sur la question de discernement, oui. Est-ce que une manière d'aider à la décision, ce serait de mieux localiser, de mieux cerner les lieux où la contamination se fait plus pour faire la différence. Est-ce que ça se fait plus dans les transports, dans les lieux de travail, évidemment, dans les cafés, donc où est-ce que ça se fait le plus? Évidemment qu'il faut identifier les clusters. Identifier, c'est le mot que je cherchais. Identifier les clusters et identifier les activités ou situations à risque. Les situations à risque, aujourd'hui, on le voit bien, c'est les marchés, c'est les rassemblements, c'est les endroits de transport collectif, d'accord ? Où effectivement, c'est cette partie à risque sur laquelle il faut apporter des mesures, je dirais, très précises d'un niveau beaucoup plus élevé que celles qui sont prises maintenant. Donc c'est là où je reviens à la question en fait. Moi, je suis contre l'idée du retour à un confinement en partant de l'expérience d'avril qui était, j'avais dit dans cette émission, le confinement a été raté en Algérie. On est passé complètement à côté de la plaque. Et je tiens à souligner un point important à ce sujet-là. J'ai l'impression que le gouvernement... La courbe dit l'inverse, Ali. La courbe d'évolution dit l'inverse. Quelle courbe? Des contaminations. Elle est importante, ce que tu veux dire. Sur mars-avril, oui. Sur mars-avril, on a une courbe qui commençait à monter avant, et quand on regarde la suite après le confinement, elle s'est aplatie. Je ne sais pas trop si on peut imputer ça au confinement. D'un côté, on dit que les statistiques ne sont pas fiables. Non. C'est vrai qu'il y a eu une petite baisse. Ensuite, il y a eu, juste après le confinement, on a eu l'explosion de juillet-août. Donc, ça a remonté drastiquement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas. Donc, je crois que le confinement a été raté. Maintenant, la question est essentielle. Le gouvernement est en train, le langage utilisé par le Premier ministre, le relâchement des gens, etc., c'est comme si on voulait punir les gens en les menaçant de remettre le confinement. Alors que tout le monde sait qu'une partie, c'est vrai qu'il y a de l'irresponsabilité sur un plan social des gens, c'est vrai, mais attention, les appareils d'État ont une responsabilité très lourde sur cette diffusion-là du virus. Je reviens juste à la question des meetings de la campagne du référendum là, de la Constitution, et on retrouve tous les staffs ministériels contaminés parce qu'ils étaient dans la campagne. Donc il ne faut pas cacher le soleil avec un tamis, comme on dit dans notre langage populaire. C'est eux les responsables de la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, les meetings, la désorganisation des marchés, parce que les gens vont au marché et ils ne peuvent pas faire autrement. Mais quand il n'y a même pas un policier, bien le policier il est là, il est en train de regarder, c'est-à-dire que le pauvre policier il n'a pas d'instruction
pour dire aux gens l'entrée du marché. Moi, on a tous vu des photos sur Facebook. On supprime les meetings, on supprime le chaos dans les marchés. Zit, est-ce que ça suffit? Ça va beaucoup. Parce que pour moi, la distanciation, le port du masque, les règles d'hygiène, si on les applique dans le détail, avec des mesures draconiennes et bien claires, et qui sont... Ça n'a pas suffi en Allemagne et en France. Si. Attention. Ça n'a suffi qu'en Suède, où les gens sont disciplinés. Les Scandinaves sont disciplinés. Je voudrais développer mon idée. Croire qu'on peut combattre ce virus-là, avec des mesures de type coup de poing, ça ne marchera pas. Il est là pour longtemps. Donc, mettons-nous dans la perspective. On ne peut pas geler une économie sur 6 mois. C'est une aberration. Donc, ne nous enfonçons pas dans les mauvaises pistes, même si ponctuellement, nous pouvons prendre des mesures draconiennes, ponctuelles. Mais croire qu'on va donner un coup de pied au virus parce qu'on va s'enfermer pendant 15 jours, ça va reprendre après les 15 jours. Le virus est là pour un bon moment. L'expérience aux États-Unis, où il y a des États qui ont été très stricts, d'accord, essentiellement les États démocrates, on prend l'Allemagne, il n'y a personne de plus strict que les Allemands. Et ça repousse. Donc, croire que le virus est là pour un bon moment et qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et donc, pour le moment, on apprend surtout à mourir avec. Mais on est surtout en train de vivre. Il ne faut pas qu'on se trompe sur les chiffres non plus. C'est vrai qu'on est tous touchés par des gens proches qui sont décédés de cette maladie-là, de cette Covid. Ça nous touche tous. Mais il n'empêche que les chiffres sont encore en deçà d'autres maladies. Je termine ma phrase. Je voulais juste relancer. Quand je te dis il faut discerner, etc., est-ce que tu, parce que c'est une idée qui émerge en ce moment dans les débats ailleurs, là où le reconfinement est en train de revenir, est-ce que le distinguo, ce ne serait pas sauvons la production et mettons des restrictions sur, en fait, la distraction et l'entertainment, le divertissement. C'est-à-dire qu'il faut continuer à aller travailler, il faut continuer à produire de la richesse, parce que l'économie ne doit pas s'écrouler, parce que ça permet de continuer à générer des revenus, mais n'allons pas trop vite consommer ces revenus dans des lieux, parce qu'on va fermer, c'est là où ça se transmet. Est-ce que c'est pas vers ce modèle qu'on s'achemine? Excuse-moi, mais c'est pas la bonne formulation, parce que l'entertainment, le loisir, c'est de l'économie, c'est du business. S'il n'y a pas d'économie, aller au cinéma, ça fait vivre un secteur économique. Aller au théâtre, la question, c'est la distanciation, c'est-à-dire prendre des mesures pour que les gens soient un peu plus loin des autres. Donc, il y a cette règle qui semble être reconnue partout de 1 mètre. Il y a le port du masque, il y a le gel, il y a de ne pas trop se coller les uns aux autres, de ne pas se faire la bise et la khéré. On en a pas un bon moment comme ça. Mais ne fermons rien du tout, il n'y a pas de raison. Ne fermons rien du tout parce que... Rien du tout. Il n'y a rien à fermer. Pas les transports publics, rien. Au contraire. Je pose la question. Moi, je dis au contraire, il faut reprendre, y compris le transport aérien. Un pays comme l'Algérie, vous croyez qu'on va tenir longtemps avec sans ligne aérienne? Et supposons que dans la version le risque maximum, que ça dure encore 6 mois, on peut faire tenir l'Algérie sans... Je parle des lignes intérieures et internationales. On ne tiendra pas le coup comme ça. Sauf si le pétrole est à $200, à ce moment-là, on va se remettre à fonctionner comme les chefs de Golfe. Mais réellement, c'est pour qu'on relance notre économie. Et il faut qu'on relance notre économie. Mais ce scénario-là, il faut bien intégrer cela, qu'on s'entende bien. C'est prendre le risque d'avoir un pic à plus de 1000 morts par jour. Est-ce que ce pic... Je t'ai déjà répondu à cette question quand je t'ai dit, lorsque Eisenhower avait décidé de débarquer en Normandie, il avait 20 000 morts à se payer. Eh bien, il a pris toutes les précautions, il n'a eu que 17 000 morts. Eh bien, il faut redémarrer l'économie. Il faut y aller sachant qu'on a fatalement, que l'on prenne ou pas les dispositions, comme vient de le dire Ali, il faut vivre avec. En attendant que ce vaccin, s'il donnera des résultats, arrive, il faut vivre avec. Et donc ne pas augmenter les dégâts. L'économie doit reprendre, l'activité sociale doit reprendre, parce qu'il n'y a pas d'économie sans activité sociale. Et aujourd'hui, on est dans une situation pire. Les parents qui ne veulent plus envoyer leurs enfants à l'école, pour les enfants, ou leurs ados au CEM, est-ce que ce n'est pas un paramètre qui, quand même, d'une façon ou d'une autre, impacte l'économie? Ça, c'est la panique qui est créée, c'est la mauvaise communication. Mais la panique vient du nombre de morts. Non, ce n'est pas le nombre de morts, c'est la mauvaise communication. Il faut qu'il y ait des réponses. Il faut que le gouvernement communique dans le domaine, il faut que les associations, le mouvement associatif communiquent dans le domaine. Il n'y a pas que le gouvernement, puisque les partis politiques sont absents, pour le moment, c'est surtout Abdelmajid Tebboune qui est absent. Ils sont subordonnés. Donc, le mouvement associatif doit répondre. Et donc,
Essayer de communiquer, vivre avec. Il faut continuer à vivre avec. Le climat de show must go on. Il faut la vie continue. Et on sait combien on a de risques. On sait combien on va perdre dans la bataille. Mais il faut aller au combat. Il faut pas se retirer. Et si on se retire, l'économie est en train de s'effondrer. Il n'y a pas de revenus. Le pouvoir d'achat Est-ce qu'on ne peut baisse. pas être plus précis sur ce dont on peut se dispenser sans affecter l'économie pour protéger les populations? Moi, je t'assure, de quoi on va? L'économie des loisirs fait partie de l'économie. L'équipe nationale va jouer demain à huis clos. elle Le va championnat jouer. d'Algérie va reprendre le 28. Va- C'est pas un enjeu en réalité. C'est pas. Tu as évoqué. Pourquoi c'est pas un enjeu? Non, c'est pas un enjeu de santé publique parce S'il que te c'est des groupes de 50 plaît. personnes. Non, même les jeux de cirque ont toujours existé Non, dans j'ai dit en termes de l'Antiquité santé comme dans publique. l'ère moderne. En termes de. C'est un besoin Oui, social. oui. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui. Moi, Non, on va pas le supprimer. Oui. Il faut bien que je te dis, dans l'Antiquité, il y avait, si tu veux, cet engouement pour les sports, pour le cirque et pour les arènes. Et aujourd'hui, c'est le football et les autres. L'économie de loisirs, je te rappelle que c'est 9 à 11% de la PIB dans tous les pays du monde. Pas chez nous. Pourquoi pas chez nous? On va pas. Tu crois que c'est pour ça qu'il y a des haragas? Parce que c'est toujours l'austérité, on leur donne que la mosquée, les jeunes, et y a pas, on dit que l'économie de loisirs ne fait pas partie de nos traditions, alors que c'est une nécessité vitale. Donc il faut que l'économie redémarre normalement et qu'on encourage l'activité économique. Alors j'ai bien compris, il ne faut pas en tous les cas la freiner comme on l'a fait en mars-avril, Non. mais... Il y a beaucoup de mesures à prendre qui ne sont Alors pas prises, justement, hein. mais c'est de ce côté-là que j'attends de vous Alors, entendre moi. les mesures à prendre, encore une fois, responsabiliser beaucoup plus les entreprises, puisqu'on parle d'économie, hein, responsabiliser les entreprises sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, parce que là, il y a une réglementation. C'est des clusters les entreprises? Oui, bien sûr. Quand on va au travail, on prend un risque majeur. Et c'est là où, justement, on doit avoir... Et c'est réglementaire, c'est-à-dire on ne va pas inventer de nouvelles lois. Il y a la réglementation sur la santé et sécurité au travail. Il faut un responsable santé et sécurité, il faut des dispositions internes, il faut des procédures. Il faut responsabiliser les entreprises sur cette partie-là. Le transport du personnel, c'était un facteur de risque. Et il faut responsabiliser les entreprises sur cette partie-là. Il faut responsabiliser les collectivités locales sur tout ce qui est marché, point de rassemblement, commerce, restaurant, café. Ne pas les fermer. Mais il faut responsabiliser les acteurs, alors que le confinement déresponsabilise les acteurs. On déresponsabilise les acteurs et on a vu les séquences au printemps passé. On a vu, Ramadan, on a vu la catastrophe. Les APC n'étaient pas concernés du tout. Ils étaient concernés par balancer de l'eau de Javel partout. Ce qui était... Et si on intègre un paramètre urgence, c'est-à-dire que là, on n'a pas le temps de faire ce que tu proposes, Ali. On considère que ça c'est de la pédagogie, etc. On n'a pas le temps de le faire, alors que la courbe, elle a déjà... Est-ce qu'il y a quand même le stop and go, c'est-à-dire à un moment donné, tu fais sentir à tout le monde que c'est pas possible en stoppant tout, quitte à revenir, tu vas pas rester sur 2 mois, tu peux le faire sur 15 jours pour bien montrer aux gens... Je l'avais dit au début de la phrase, j'avais dit, même si on doit prendre des mesures ponctuelles, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut un peu lisser la courbe pour dire on doit s'arrêter 1 semaine ou 10 jours, mais c'est pour reprendre sérieusement, et il faut qu'il y ait une batterie de mesures. Maintenant, faire comme on a fait, c'est-à-dire confiner, et que les gens ne respectent pas le confinement, parce qu'il faut quand même que les gens aillent faire leurs courses, répondre à des besoins de base et que dehors, il va quand même se contaminer et revenir, ça ne marchera pas. Et on va sortir du confinement pour rentrer dans un autre. Et c'est là où il faut que le gouvernement se pose un moment et qu'on sorte. J'ai tout le respect pour le personnel médical, donc le corps des médecins en Algérie, qui ont fait un effort monumental. Le gouvernement, c'est de la politique et il ne doit pas raisonner comme un médecin. Je suis désolé. Un médecin, je le comprends. Il me dit, tu es malade, tu as un risque. Ça, c'est la position d'un médecin. Tu fais un arrêt de travail, un médecin. Un gouvernement ne peut pas faire un arrêt de travail au pays. Donc, il faut qu'on sorte des logiques purement, je dirais, réflexes du médecin. Non, il faut avoir C'est une approche attitude politique. Le politique avec un grand P, c'est ça. Absolument. Ce n'est pas rester confiné dans des schémas assez stéréotypés où on prend des mesures générales, généralisées, pour n'importe quoi, on utilise la grosse artillerie. Exactement. Non.
On en reparlera dans 15 jours. Enfin, je sais pas. Je me Oui, sens mais- minoritaire dans le café des experts Oui, économiques. oui, là, parce que sur moi, ça, je- tu es moi, je Non, pense qu'on a non, raté. il faut donner. Non, Non, Hussein, non, Moi, il je faut- peux me permettre, je suis animateur, mais j'ai pas. Oui, mais je peux dire un point même de vue. si on fait un Mais confinement non, de mais 3 semaines. je pense que le SAS, des mesures draconiennes qui permettent de remettre les choses en place. Mais non, il ne s'agit pas de mettre Mais c'est facile. sur l'économie. Non, s'il te plaît. On n'y Hassan. coupera pas. On n'y Hassan, coupera pas il est- parce que la situation, quand on regarde la courbe comparée à mars-avril, c'est chaotique. Mais on est en pleine guerre. Il faut pas oublier qu'on est en pleine guerre et donc il faut continuer à survivre. Les TUSA, vous voyez, Hussein. on est à place Audin là. Moi, il y a Oui, les oui, arrêts oui. de bus ici. Le bus qui monte à Hedra, qui monte à El Biar, la place Audin, il est full. Vous considérez qu'on peut continuer comme ça? Non. Tout le temps full. Il faut espacer les une bus. autre solution. Est-ce qu'il faut, Hussein. est-ce qu'on a les moyens de tripler ou de quadrupler le nombre de bus et la fréquence de passage des bus? Ou les TUSA est en mesure de faire ça, ou alors tu vis avec. Il faut Et c'est tout. diminuer, il faut lasser les bus, mais il faut qu'il y ait moins de monde dans les bus. Ça, c'est fait ailleurs. Juste une dernière phrase sur ce sujet-là. Regarde des pays qui ont été plus draconiens dans le confinement et qui subissent un retour de manivelle tout aussi lourd aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas le confinement la L'Italie, solution. l'Espagne. Non, il y a Primo. il y a des calculs. Hein. Attends, oui, deuxièmement. 41 000 morts en France. 41 000 morts. 40 000. contaminations Ils par ont jour. passé les 40 000. Hein. 40 Ils ont 000 fait du 50 Ils ont 000. atteint les il y a- 50 000. non, 40 000 morts. Ah, le Somme. La Somme. Le Somme, 40 000 oui. morts. Je parlais le sol. Et la Cour et les calculs sont tous d'accord pour dire que c'était 90 000 s'il n'y avait pas eu le confinement. Ça se Possible. discute, ça se discute, ça se Mais- discute. 90 000, c'est pas, Moi, j'ai attendez, écouté c'est pas le les même hommes impact politiques. sur. Je parle pas des familles, je parle pas des deuils, je parle pas de le côté social. Sur l'économie. Est-ce que finalement, ça n'a pas une incidence, en définitive, ce qu'on veut éviter, étouffer l'économie, on l'obtient aussi par une mortalité qui, socialement, t'impacte ton Mais activité. regarde les mesures qu'ils Et ont pas déjà seulement des- et prévues. pas seulement des seniors. Oui, mais regarde les mesures qu'ils ont prises. Moi, le message que je veux faire passer. Même si tu fais un confinement pour 1 semaine ou 15 jours, qu'est-ce que tu prépares pour après? Et regarde en France, parce que tu parles de la m'offres France. une transition Voilà, pour la suite. Tu parles de la France. La France, il y a des dispositions de distanciation métro. Ils ont repris les lignes aériennes. Ils ont repris les activités. C'est la généralisation du télétravail. C'est le financement des gens qui ont perdu leur emploi. C'est l'allocation chômage. Donc, il y a un paquet de mesures. Or, le gouvernement ne parle que du risque, de la menace, j'appellerais ça. Il menace les gens de confinement s'ils ne restent pas tranquilles. C'est pas ça une politique. Donc allez-y, faites votre confinement. Mais si on se retrouve dans 15 jours à reparler d'un autre confinement, et c'est ce qui va se passer si on ne prend pas les vraies mesures de distanciation et de sensibilisation des gens, eh bien, je ne crois pas que ça va marcher. Moi, je regrette quand on a... Alors, des ces sports mesures-là, télévisés- ces mesures de l'après, qui gèrent l'après, c'est évidemment l'exécutif qui doit les prendre. L'exécutif est amputé de son principal chef, parce que bon, dans la Constitution, c'est supposé être le Premier ministre. Le président est malade, il est visiblement sérieusement malade puisqu'il est absent depuis un mois. La question du 102 se pose maintenant sur le plan politique, au moins pour les 45 jours. Alors, est-ce que vous pensez que déjà avec le président en place, bon, on a raté les mesures de sortie du premier confinement, on est d'accord pour le dire, la preuve. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a au niveau du management économique, management politique de l'économie, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de paralysie? Parce que déjà, les premières mesures ont tardé à venir. Bon, les gens ont dit qu'ils voulaient faire passer le 1er novembre, mais elles ont vraiment tardé à venir. Elles auraient pu être prises dès le 2 novembre. Quand vous votez le 2 novembre, on met le couvre-feu à 20h. La situation sanitaire le justifiait déjà à l'époque. Il y a eu tergiversation. On a le sentiment que, bon, Abdelaziz Djerad n'est pas réputé pour être un homme autonome, de décision, et un leader, etc. D'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il est à la tête du gouvernement. On n'est pas sorti de l'auberge. Non. Non, le problème, c'est Ma question, parce que je n'ai pas posé de Vas-y, question à la s'il fin. te plaît. L'absence de Tebboune, malade, est-ce que ce n'est pas un facteur qui va encore aggraver la situation en termes de réponse à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique? Je dirais que c'est une évidence. C'est évident. Il y a des Algériens qui pensent que non. Hein. Oui, Pourquoi je pose la ils ont question? Il y a des Algériens qui pensent que ce n'est pas lui qui décidait déjà avant. On est en démocratie. Il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas lui qui décidait avant, et que donc son absence ne change rien. Mais soyons logiques et réalistes. Il a réuni en août, je crois, ou fin août, la conférence, mi-août, 17. la conférence nationale sur l'économie, toutes les entreprises, les associations patronales, les syndicats et tout. Il a dit, à partir du 1er novembre, après le vote de la Constitution, on se met au travail. Il s'est déjà donné 2 mois d'arrêt. OK. Deuxièmement,
il devait y avoir un plan de redressement de l'économie. Sauvegarde, redressement, tout le monde l'appelle, mais dans tous les pays du monde, tous les gouvernements ont mis en place ce plan de redressement, ce plan d'aide exceptionnel à l'économie. Et nous, aujourd'hui, nous ne l'avons pas, nous ne le voyons pas, il n'est pas appliqué, il n'est pas... Même la loi des finances est totalement muette sur ce sujet-là. Alors, qui va prendre cette décision? Qui va orienter ça? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont des structures extra-gouvernementales? On ne sait plus maintenant qui est aux commandes. Et nous sommes en pleine tempête. Parce que le Covid plus la crise économique, plus la baisse du pouvoir d'achat, plus le chômage dans l'informel et dans le secteur, si vous voulez, officiel, eh bien, on va vers le mur sur le plan économique et social. Et qui va prendre les bonnes décisions? Qui va orienter les bonnes décisions? Et là, c'est vraiment un plan hors sec politique. C'est pas seulement économique, c'est un plan hors sec politique. Il faut prendre les décisions qu'il faut et agir. Et là, nous n'agissons pas et le temps est contre nous. Donc, on est en train de couler. On peut se consoler en disant qu'aux États-Unis, la gestion de la crise sanitaire est aussi un problème aujourd'hui, puisque Joe Biden risque d'avoir des difficultés pour entrer au bureau ovale. Il a mis en place une task force. Spéciale. Donc, c'est important. L'impulsion première à la tête de l'État. L'impulsion, c'est l'État. C'est le guide, celui qui est nommé à la tête de l'État, élu à la tête de l'État, on appelle ça comme on veut. Il est là pour donner les bonnes impulsions et les impulsions les plus énergiques. Et là, il n'y a rien. Et on est en pleine guerre. C'est la guerre actuellement, la guerre sanitaire, la guerre économique. Et sur le plan social, nous allons vers la catastrophe. Et les décisions ne sont pas là. Et j'ai lu toute la loi des finances, j'ai lu C'est quoi la différence, la présentation du ministre. Oui. Eh bien, il n'y a aucune mesure réelle. Il n'y a pas. Alors que ça a été promis. Hein. Oui, promis. On a dit les mesures décidées dans les recommandations de cette réunion. On a consulté les gens. Ce qui avait été déjà perçu par les organisations d'employeurs, enfin patronales, comme étant déjà un défaussement par rapport un glissement, à une fuite, parce qu'elles devaient être prises en charge dans l'année. Elles ont été reportées sur 2021 et finalement dans la loi de finances. Les fonctionnaires ont fonctionné comme d'habitude. Ils ont imposé leur dictature. Il n'y a pas un autre mot. Juin, ils ont élaboré leur loi des finances. Ils l'ont diffusée aux structures gouvernementales juillet, août. Septembre, ils ont publié leur loi des finances. Le 4 octobre, le Conseil des ministres a eu la première mouture à examiner. Donc, et la conférence du 16 ou du 17 août et les conséquences, les propositions, tout cela n'a pas été pris en compte dans cette loi des finances. Nous sommes restés dans un circuit de fonctionnaires du budget qui nous imposent leur marche à suivre et totalement en discordance avec la réalité économique et avec les propositions des agents économiques qu'on a consultés. Alors, je pose une question à Ali Harbi. Oui. Si le gouvernement n'a pas encore pris des mesures plus fermes, momentanément, on est d'accord, parce que la situation pourrait l'exiger, moi je pense qu'elle l'exige, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que, contrairement à d'autres gouvernements ailleurs dans le monde, il n'a pas tenu sa promesse de dédommager tous les acteurs de l'économie qui ont été impactés par la première... et donc, ça le met en position de faiblesse et il ne peut pas demander une deuxième fois l'effort de fermer et de renoncer à l'activité. Position de faiblesse, ça c'est clair, mais ce sont deux sujets quand même distincts. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de quelles dispositions prendre pour combattre la résurgence du virus. Par exemple, pour les transporteurs, c'est arrêté. Pour les transporteurs, etc. Ensuite, il y a le problème des compensations qui doivent être accordées et qui on voit pas le jour. Bon, il y a les 30 000 dinars, là, la mesure des 30 000 dinars pour les très petits métiers, mais qui peinent à se mettre en place puisque on en est encore à la collecte des formulaires de demande au jour d'aujourd'hui, alors que les gens, ça fait 6 mois qu'ils attendent et que ce n'est accordé que pour 3 mois. Donc déjà, ça c'est un problème, il n'y a pas de mesure. Moi, je voudrais souligner un point ici important, c'est que ça passe par le Conseil des ministres, tout ça. Donc si le Conseil des ministres ne se réunit pas, ce sera très difficile d'être opérationnel. Ça veut dire qu'on va prendre des dispositions de rang inférieur, de type circulaire ministériel, etc., arrêter, donc des petites mesurettes. Mais des mesures de politique économique ou bien sanitaire, ça se prend en Conseil des ministres. Et donc le grand problème ici, encore une fois, c'est cette histoire de est-ce que le président va revenir en situation de pouvoir présider le Conseil des ministres, ou bien est-ce qu'on va aller sur la première partie de l'article 102
qui est un intérim de 45 jours. Bon, là, c'est point d'interrogation. Comment a fonctionné l'économie quand Abdelaziz Bouteflika était pas dans la capacité de... parce qu'on se pose cette Elle ne question... fonctionnait pas. Attention, pourquoi ça a explosé? Elle ne fonctionnait pas. Tout le monde se plaignait de l'absence des conseils des ministres. Il y avait un à deux conseils des ministres par an et ils passaient des paquets de dossiers et c'était formel. C'est-à-dire que des dossiers étaient traités par Ouyahia ou Sellel quand c'était Sellel et on faisait... Mais dans la réalité par Saïd, mais pas dans le côté technique. Je ne pense pas qu'il ait jamais regardé un dossier technique. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail était mâché par le Premier ministre et il y avait le formalisme du Conseil des ministres qui était respecté. Le président venait pour les caméras et il repartait, mais tout un travail était mâché. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a quand même passé ce stade-là où on ne peut plus, mentir aux gens. On ne peut plus cacher la situation et on ne peut pas faire des conseils des ministres formels, c'est-à-dire pour les caméras. On ne peut plus faire ça, les gens n'accepteront pas. Les gens ont déjà mal accueilli les deux messages attribués au président de la République. L'opinion publique, elle a très mal admis qu'on reprenne cette histoire de « Awqalilkum Raïs », ils vous ont envoyé un message. S'il est en état de parler, qu'il nous parle. S'il est en état de filmer, qu'on le filme. Même sur un lit d'hôpital. Au contraire, ça fera plaisir aux gens de voir leur président, même si c'est un lit d'hôpital. Mais qu'on dise aux gens encore aujourd'hui, en 2020, presque 2021, le président vous a envoyé un message, je crois que c'est un des éléments déclencheurs du Hirak. Des comportements pareils, ça a été un déclencheur du Hirak. Cette arrogance-là et ce mépris envers les gens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on règle cette histoire de Conseil des ministres pour qu'on adresse les questions sérieuses qui s'adressent à l'économie, à la situation sanitaire. Sinon, on va trouver beaucoup de mesures intempestives des ministres dans leur secteur qu'ils feront peut-être couvrir par le Premier ministre. Il y aura des problèmes de leadership, c'est vrai. Parce qu'ensuite, c'est les hommes. Passer les règlements et les textes, après, c'est une affaire d'hommes. Gouverner un pays, c'est une affaire d'hommes. Ouais. Et on sent déjà l'entre. Pour être genre, mais d'hommes et d'équipe. Pour être dans un et de femmes. Mais on sent c'est l'être humain, c'est l'humain. Amran, tu dis Reda, que c'est une situation de guerre. On peut être que d'accord sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Et donc, on a besoin de mesures énergiques. On a besoin d'une stratégie, d'un cadre, d'une réponse, des équipes, de pouvoir faire appliquer les décisions. On a un peu le sentiment que c'est déjà l'entropie, que c'est déjà le chaos. J'en veux pour exemple. Cet incident qui s'est déroulé, ça a été rapporté par un de nos confrères et on a pu recouper ce fait. Incident violent entre Farhat Aït Ali, ministre de l'Industrie, et la commission finance de l'Assemblée nationale, devant laquelle il faisait son rapport. Donc le protocole de l'Assemblée a dû interférer et il a quitté la réunion avec échange d'insultes, etc. Ça montre bien qu'on est dans... Alors, il s'agit de l'Assemblée nationale de Bouteflika, il s'agit de la majorité FLN-RND. J'imagine un peu ce qu'a pu dire Farhat Aït Ali à ces députés-là. C'est parti en vrille. Ça veut dire que... Est-ce qu'on s'attend à ce que ce qui a proposé le gouvernement puisse être remis en cause par l'Assemblée sur le plan formel? Non, je ne pense pas. Cette Assemblée, elle est aux ordres. Il ne faut pas rêver. C'est des fonctionnaires, là aussi. Ils ont été désignés, non pas élus, à part certains partis de l'opposition à qui on a donné des quotas de députés. Ce n'est pas des élections, c'est des quotas. Donc, cette Assemblée ne représente qu'elle-même et elle est à la disposition du gouvernement et du système. Et Aït Ali, c'est dans son caractère. C'est lui qui a confiné l'activité industrielle aux importations de voitures d'occasion, aux voitures il a été attaqué. Il y a un des membres de la commission qui lui aurait dit « tu as appauvri l'Algérie ». Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que ce bonhomme-là s'est confiné étant comptable ou expert comptable, je le dis, donc il n'a pas cette vision stratégique de l'industrie ou du développement industriel et aussi de la corrélation entre le développement industriel et celui de l'agriculture, de l'hydraulique, des transports. Donc il n'a pas cette vision. Et le gouvernement lui-même est en train de souffrir de l'absence d'une stratégie de développement bien assise, bien discutée, examinée et qui a le consentement de tous les acteurs. On va parler de cette stratégie au prochain numéro avec le budget. Mais c'est ce que je dis, non, même si on en parle avec ça, mais la réalité est là. Aujourd'hui, avec cette carence due à l'absence du président,
Si on avait une vision stratégique, des lignes stratégiques qui sont admises et consenties, examinées, discutées avec tout le monde, et ça a obtenu le consentement. On continue dans la mise en œuvre de cette stratégie, dans notre développement, dans les décisions politiques, les décisions gouvernementales, les décisions fiscales, les décisions... Aujourd'hui, on a un grave problème, le déficit de la balance extérieure. On a une nécessité de remettre la machine en marche, de lancer l'exportation. On ne fait rien. Le pétrole, qui est le premier fournisseur de ressources, nous n'avons aucune stratégie visible. On est encore dans l'économie, si vous voulez, du comptoir colonial. On exporte du brut et on importe de l'essence et des produits pétrochimiques pour l'industrie. Donc on n'a même pas de vision stratégique, on n'a pas de décision à prendre. Et moi j'aurais aimé qu'on produise 1 300 000 barils par jour. Eh bien, on a une ligne stratégique dans 4 ou 5 ans, je n'exporte plus une goutte de brut, je transforme tout et je démultiplie la valeur ajoutée et l'emploi ici et j'exporte beaucoup plus en termes de ressources financières. Il n'y a pas cette vision, il n'y a rien aujourd'hui. Donc le gouvernement qui assure l'intérim, il navigue à vue, il navigue sans aucune, si vous voulez, politique ou soubassement politique et économique. Donc on continue à naviguer à vue. Alors pas de vision, en plus. Par contre, pour aller vers la fin de cette émission, parce qu'on a beaucoup déjà avancé sur un paquet de, on va juste analyser ou commenter un paquet de mesures. La partie fiscale est très importante. Il y a eu 74 articles qui redéfinissent des articles notamment du code de l'impôt et des taxes assimilées. À quoi ça correspond déjà qu'il y ait autant d'articles? Est-ce qu'il y a une tentative d'élargir la matière fiscale, d'élargir les revenus? Parce qu'en situation de déficit, la première chose qu'un gouvernement essaie de faire, c'est de renflouer son trésor et d'essayer d'aller chercher des ressources fiscales ordinaires. On ne parle plus du pétrole pour le moment, là où on n'a pas su les chercher avant. Est-ce que c'est ça la motivation, d'après vous, de la présence d'autant d'articles dans le projet de loi de finances? Moi, je pense que dans ce projet, l'essentiel des articles, ce sont des articles correctifs. C'est ça. Donc, ce sont des reformulations d'anciens articles parce que les anciens articles, donc, en fait, entraînent un passif important de textes de loi de finances mal rédigés depuis à peu près la LFC 2009. Donc, ça s'accumule. Après, ça rend les codes, notamment donc, le code des impôts et taxes, illisibles. Et donc, je crois qu'on a atteint une limite et l'exercice qui est fait dans cette loi-là, dans ce projet, disons, cet avant-projet, c'est d'apporter de la correction et de la lisibilité au texte. Ça, c'est vraiment la logique essentielle. C'est ce qui va permettre par la suite, si ça marche, hein, si c'est clair maintenant que les agents des impôts et du fisc arrivent à obtenir des circulaires d'application assez claires et non contradictoires, effectivement, ça va ouvrir la porte à ce qu'on élargisse l'assiette, comme on dit, et qu'on récolte plus d'impôts. Par contre, moi, je voudrais souligner quelques points politiques. Je ne suis pas un technicien des lois de finances et je ne suis pas un spécialiste de la macroéconomie, mais quelques points qui concernent l'entreprise quand même. Le premier point, à mon avis, il est lié à cette histoire de TAP. Et je répète encore une fois, ça fait des années. Le fait que le gouvernement zappe à chaque loi de finances la question maintient la TAP, alors qu'il est clair que tant qu'on garde la TAP, on bloque les 3/4 de l'Algérie dans l'informel. J'ai lu une disposition qui parle de la TAP où, dans le cas de l'eau, je pense que ça s'adresse à l'ADE, la TAP va être appliquée non pas sur le chiffre d'affaires à l'année, mais sur le recouvrement. Oui, c'est un glissement, en fait, c'est ce qu'on appelle les facteurs générateurs. C'est à quel moment on constate la TAP. Et ça, c'est des artifices, en fait. Ouais. Bon, mais c'est à ce moment-là qu'on parle de la TAP. Oui, mais sinon, la TAP, elle est toujours là, alors que c'est un facteur... C'est la taxe, on va rappeler à nos amis, tout le monde n'est pas de l'activité professionnelle qui est appliquée directement sur le chiffre d'affaires. Et donc, 1 à 2% pour des gens qui ont des petites marges, notamment le secteur commercial, de distribution, etc. Ça met tout un secteur aval dans l'informel, qui est la distribution et le commerce. Et ce secteur aval, une fois qu'il est dans l'informel, il pousse le producteur à plonger aussi dans l'informel parce qu'il l'entraîne avec lui, puisqu'il ne veut pas de facturation. Et donc, le poison aujourd'hui, dans le contexte, je parle d'un contexte algérien parce qu'il ne faut pas sortir des expériences d'autres pays qui sont dans d'autres contextes. Dans le contexte algérien, la TAP tue l'économie algérienne. Il faut supprimer cette taxe. Et il faut la compenser ailleurs,
C'est bon, parce qu'on perd quand même de l'argent aussi pour les collectivités locales. Ça se compense de façon 1 à 2%. La mais compensation viendra automatiquement. Dès qu'il y a réduction Parce de qu'il y a des gens qui l'informel, reviennent. l'informel, Voilà. Il y a des gens les qui choses reviennent. Il y a reprennent. un deuxième problème qui est adressé à moitié dans ce projet-là. C'est qu'on constate que quand on a sorti les gens de l'impôt forfaitaire unique, on les a sortis du champ d'application de la TVA. Ce qui fait que beaucoup de gens dans l'IFU ne facturent pas la TVA. Et donc, on casse la chaîne De récupération. de la TVA. Donc, si moi, je suis à l'IFU en tant que consultant et je facture une entreprise qui est au réel, si je ne mets pas la TVA, cette entreprise-là ne pourra pas récupérer sa TVA. Et donc, on est en train de casser la chaîne, là, surtout qu'il y a une grande masse susceptible d'être à l'IFU. Et je crois que là, c'est une erreur technique qui est commise. On parle de 30 000 dinars de chiffre d'affaires au-delà duquel il faut remettre la TVA, c'est ça? En fait, l'exonération du champ de la TVA, elle est en dessous des 30 000. 30 millions de dinars, pardon. 30 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel. On est hors du champ. 30 millions de dinars, c'est 80% du tissu économique. Hein. C'est tout le commerce, tout le transport. Toute la prestation de service. Prestation de service. Qui est le prestataire de service qui fait plus que 30 millions? Il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est une pyramide, c'est pyramidal. Et donc... Cette année, on va faire moins de 30 millions. Si vous faites moins, vous êtes mal parti à Radio M. Hein. Bon, juste pour dire que là-dedans, on est en train de casser la TVA. C'est-à-dire que... donc là, la reformulation proposée, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas allée jusqu'au fond du problème, elle ne règle pas ce problème-là de l'erreur commise sur la loi de finances 2020. Et donc, il faut absolument qu'on reconstitue les chaînes de collecte de TVA. Dernier point, Ihsan, sur les omissions majeures. Hein. Sur les omissions majeures, le problème de la taxe foncière. Le problème de la taxe foncière en Algérie, c'est un gisement monumental de recettes fiscales pour l'État qui n'est pas du tout adressé. Chaque fois, on bricole un peu et on se faufile. On n'a pas mis les instruments nécessaires à son recouvrement. Et la cause, elle est connue. Et l'État, donc le ministère des Finances, en la personne du ministère des Finances, refuse d'adresser le sujet, de le traiter sérieusement. C'est le problème du cadastre, c'est le problème de la base de données de la propriété foncière en Algérie, puisque la taxe foncière elle doit s'appliquer sur la propriété, qu'elle soit d'habitation, nue, agricole, industrielle, etc. Et là, c'est le grand vide, alors que c'est un gisement fiscal important qui n'est pas du tout adressé. Et là, c'est une grande omission aussi de la loi de finances. Donc voilà un peu les omissions. Une question de théorie économique à Reda Amarani. J'ai entendu un jour professeur Souak, je salue d'ici, dans une conférence, expliquer que la bourgeoisie algérienne s'est construite, bourgeoisie bureaucratique s'est construite surtout sur la rente immobilière. Et que le marché immobilier, le fait qu'il monte tout le temps, c'est parce que c'est une rente pour ceux qui avaient accès à cela, parce qu'on ne pouvait pas accéder à d'autres types d'actifs dans une économie ouverte, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends Ali parler de difficultés à récupérer la taxe foncière et à en faire une vraie assiette pour le trésor public, tout de suite je me dis c'est une source. La taxe foncière, c'est taxer ceux qui sont au pouvoir, c'est taxer. Et donc il y a un blocage de ce côté-là. C'est un sujet récurrent. Alors cette fois il y a une ouverture dans la loi de finances, une ouverture, j'en sais rien. On parle alors, tu vas me dire, est-ce que ça fait partie des correctifs ou si c'est autre chose? On parle de la taxation de la valeur ajoutée dans les transactions des biens immobiliers. Plus-value. Est-ce que la plus-value, oui. Qu'on réalise entre le moment où on a acheté un bien, le moment où on l'a acheté, où on l'a construit, et le moment où on le revend. Oui. Est-ce que c'est une majoration? Est-ce que l'État va frapper la spéculation sur les biens immobiliers? Non, je pense que c'est un artifice et rien d'autre, parce qu'il n'y a pas l'instrument d'évaluation, de mesure de cette plus-value. Sur quelle base? Le marché informel, pour Saïd de l'immobilier. Parce qu'il y a un port Saïd d'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Un square de l'immobilier. Donc, on n'a pas d'instrument, on n'a pas d'éléments. Donc, les fonctionnaires vont continuer à nous imposer ce qui les intéresse. Et ce que j'ai dit, même au niveau des communes, la taxe foncière, regardez, c'est un des principaux impôts, normalement, qui doit revenir je crois que c'est 50% aux APC. Si les APC avaient des gens compétents et bien élus à leur tête,
Il se ferait un plaisir de s'organiser pour récupérer, de mettre les éléments qu'il faut pour identifier et récupérer la taxe foncière, puisque 50% leur reviennent. Ça ne se fait pas. Donc, non, je crois que c'est un artifice. Le véritable problème aujourd'hui, c'est le déficit budgétaire et le déficit de la balance extérieure. Et nous n'avons pas de réponse actuellement politique et économique et même technique, si tu veux, à ces questions-là. Il y a un déficit du Trésor dû aux caisses de retraite. Les caisses de retraite, pourquoi elles sont déficitaires? Parce que 40 à 50% de gens ne payent pas leurs cotisations de retraite. Ils sont dans l'informel. Que fait-on pour résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut donc faire une retraite à la carte? On doit faire preuve d'imagination. On ne doit pas imposer à tout le monde de payer le même quota et tout, et de réduire un peu l'informel. Donc, alors, toujours sur le sujet des ressources, d'augmenter les ressources fiscales de l'État, enfin, dans la situation où nous nous trouvons, même s'il y a la crise, en principe, on devrait trouver aussi d'autres artifices. L'État a besoin de faire face. Il y a encore une taxe, une taxe, on parle d'une taxe. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une majoration de la valeur ajoutée sur les transactions des actions et des parts sociales? Là aussi, c'est une aberration. Je vous assure, je suis étonné, moi, de l'incompétence dont font preuve nos responsables du budget. La première source de richesse d'un pays, ce sont ses entreprises, et rien d'autre. Et donc, au lieu de se focaliser sur ce que peut rapporter les entreprises en termes de valeur ajoutée, d'augmentation de leur développement, l'augmentation de leurs investissements, de leur productivité, on va aller se frayer des chemins dans des taxes, dans des choses qui finalement, vous les calculez, ne rapportent rien par rapport à ce que pourrait rapporter l'aide, le soutien aux entreprises fortes. Moi, j'identifierais toutes les entreprises fortes, puissantes, qui gagnent de l'argent, qui ont des progrès en productivité, qui peuvent exporter. Je mets toute ma puissance d'aide et de soutien à ces entreprises plutôt que de rester dans la bureaucratie des taxes, des valeurs de ceci, des pourcentages. On va revenir à aller tout de suite, mais là, puisque tu as évoqué l'exportation, il y a aussi une disposition qui est, je ne sais pas si c'est nouveau, si c'est une modification qui exonère de l'IRG à l'exportation. Mais l'exportation, ce n'est pas seulement l'IRG. L'exportation, c'est permettre aux exportateurs d'être présents sur leur marché. Rien n'est prévu pour ça. Alors, on reste sur la finance. Je suis sérieux. C'est très sérieux, ça. Pour exporter, il faut avoir the man on the spot. L'entreprise doit avoir quelqu'un sur place pour pouvoir... Est-ce qu'elle peut transférer pour ça? Est-ce qu'elle peut créer des entreprises? Les PMI, par exemple, dans tous les pays du monde, se créent des consortiums pays par pays ou grandes capitales et investissent dans ces consortiums pour pouvoir exporter. Elles se mettent... Un consortium, c'est quoi? C'est un syndicat, c'est une mutuelle de différentes PMI et qui exportent à travers... Mais c'est pas la loi de finances. C'est pas la loi de finances. Rien, c'est la loi des finances. Comment je vais faire pour sortir mon argent? Comment je vais faire pour, moi, PMI, cotiser ma part dans ce consortium qui est à Rome, ou à Milan, ou à Anvers, ou à New York? Comment je vais faire? Rien n'est fait. Non seulement on ne m'aide pas à développer ces consortiums qui sont l'un des outils principaux de l'exportation des PMI, mais en plus, on ne me permet pas de travailler. Alors, en quoi on va exporter? Là, alors que c'est le principal problème, c'est le déficit de la balance extérieure. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit les importations. On tue encore l'entreprise. Ça, c'est le débat de la semaine. On tue encore les... Mais c'est une réalité. Dans les omissions, tu peux répondre. C'est les aberrations de ce système. Allez, oui. Dans les omissions, tu voulais évoquer, tout à l'heure on en a parlé, le fait qu'on n'a pas ajouté, qu'on n'a pas permis aux entreprises qui exportent des services d'encaisser au moins la moitié de leur exportation en devises. C'est une omission? Non, ou la totalité. Ou la totalité, c'est pas encore le cas pour... Oui. Non, mais soyons clairs là-dessus. Le modificatif qui est apporté, parce que l'exonération, elle existait déjà pour les personnes morales, donc qui exportent. Ce qui est modifié ici, c'est de permettre aux personnes physiques d'être exonérées d'IRG sur l'opération d'exportation. Donc c'est une mesure qui peut prendre de l'importance à l'avenir, mais qui reste quand même à l'état actuel, c'est-à-dire du point de vue du dessin général de l'économie algérienne, une toute petite mesurette d'impact très négligeable. C'est-à-dire qu'on a juste ouvert une porte pour les personnes physiques d'être exonérées parce qu'il y avait une omission avant. Un consultant qui vend un service, qui ne le disait pas, ou un journaliste qui est accrédité chez il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes de la territorialité de l'exercice, parce que si vous faites votre prestation en Algérie, vous n'êtes pas considéré comme exportateur. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il faudrait que physiquement vous soyez déplacé.
Donc, ça, c'est notre problème qui n'est pas du ressort de la loi de finances, enfin, qui pourrait être traité en loi de finances, mais ce n'est pas le sujet. Donc, il y a un problème de territorialité ensuite qui est une aberration dans le contexte de la numérisation, des réseaux sociaux, etc., de la présence physique de l'exportateur, bon, pour les services. Maintenant, le problème le plus important en Algérie, pour revenir aux exportations, dans le domaine du ressort de la loi de finances et de la réglementation d'échange, parce que là, on est dans des domaines, je dirais, mitoyens, mais il y a à la fois des textes bloquants dans la réglementation de change et dans les lois de finances. Il faut aussi faire un assainissement de différentes questions. Il est lié au droit de bénéficier de ces recettes en devises, notamment pour les prestataires de services et pour les petites entreprises. Le second, c'est la facilité de paiement des services, parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ne peut pas développer des exportations sans payer des services à l'extérieur. Donc si on me dit exporte, mais que pour la moindre petite facture de service à l'étranger, parce que j'ai payé un consultant, parce que j'ai payé n'importe quel service, ou bien parce qu'une part de mon service... J'utilise un trader. Voilà, qu'une part de mon service, lui-même, une part de mon service est composée de services externes. D'accord ? Notamment pour les gens, par exemple, qui développent des logiciels en ayant une bonne partie du logiciel fait en Inde. Par exemple, comment je paye mon partenaire indien ? Si je veux que le logiciel soit à moi. Sinon, ce que font les gens maintenant, en fait, ils inversent la logique et même si c'est eux le concepteur, mais ils font en sorte que ce soit la société indienne qui soit propriétaire du service, du produit, et eux deviennent le sous-traitant parce qu'on ne peut pas payer les gens. Et donc, il faut qu'on laisse payer les gens. Il faut qu'on puisse aussi, pour les gens qui le peuvent, investir à l'étranger parce que les gens ont besoin parfois d'infrastructures. Donc, c'est des investissements directs à l'étranger faits par des Algériens. Et là, on est dans un parcours du combattant incroyable. Oui, on connaît l'amendement qui s'appelle l'amendement Arbrab à la Banque d'Algérie pour permettre l'investissement à Piombino, qui est applicable. Il faut que l'activité pour laquelle on a investi, dans laquelle on a investi à l'étranger, existe en Algérie et à des conditions qui sont compliquées. Donc, je crois que là, on a encore, pour la question du développement des exportations, on est encore dans un champ nu. Comme on dit, on est en terrain vierge, il n'y a encore rien de fait, on est encore dans le bricolage, et c'est malheureux, parce que c'est le sujet principal de l'économie algérienne. On va évoquer un dernier volet rapidement, qui touche peut-être un plus grand public que celui des investisseurs et des entreprises, c'est celui des taxes qui s'appliquent sur les citoyens tous les jours quand ils vont sortir un document, quand ils commercent. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous sentez, il y a une taxe intérieure sur la consommation qui a été appliquée sur un certain nombre de produits. On n'a pas très bien compris son objet, notamment sur les bières fortes, et une insistance sur ce... On n'a pas le sentiment... Le passeport à 48 pages qui est double, qui n'est plus à 6 000 dinars, mais à 12 000 dinars. Allons à une mesure qui peut toucher plutôt plus largement, qui est plus importante, c'est l'extension de la taxe d'efficacité économique à toutes les activités, y compris aux activités de service. Est-ce que l'électricité et le gaz vont coûter plus cher en 2021 ? Il est probable qu'elles vont augmenter puisque c'est au prorata de la consommation, y compris pour les ménages. Et maintenant, c'est étendu aussi aux entreprises, ce qui est une bonne chose. Donc, ça va réduire, si vous voulez, un tant soit peu le déficit de la Sonelgaz. C'est elle qui est concernée, et un peu moins l'ADE, c'est-à-dire l'agence de l'eau. Donc, dans ces choses-là. Mais ces choses-là, pour moi, n'ont pas une si grande importance par rapport à la baisse du pouvoir d'achat. Et le prix de l'énergie pour l'efficacité, c'est incitatif. Hein. Mais ce qui serait incitatif, c'est qu'on ait une véritable politique de changement radical dans la production de l'énergie. Si on se dit... on a un ministre qui à un moment dit qu'on va faire des petites centrales, puis à un moment il nous dit aujourd'hui que d'ici 2030 nous aurons 10 000 gigawatts, il ne faut pas que je me trompe, 10 000, mais oui c'est ça, 10 fois 1000 mégawatts. Ok, donc 10. Mais entre-temps, rien n'est décidé, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision commune. Donc lui, il dit ça, alors qu'auparavant, le ministre de l'Énergie avait dit « Desertec, c'est fini ». On a en parallèle des investisseurs privés algériens venant de l'étranger qui veulent investir quelque chose de 5 à 6 milliards de dollars dans la production d'équipements pour l'énergie et l'électrophotovoltaïque et qui veulent réaliser des centrales. Ce projet-là,
ils se baladent dans la nature. Personne ne leur donne l'autorisation. On dirait qu'ils ramènent la richesse, ils ramènent de l'emploi. Ils s'installent, je crois, à Rasselma, à côté de... Et ils s'appuient sur 3 universités. Tlemcen, Bel'Abbas et Lusto. Donc voilà un projet cohérent qui s'autofinance, qui ramène tout. Rien n'est décidé, rien n'est vu. Et on s'arrête à des trucs de bureaucratie sur la fiscalité, sur ceci, alors qu'il y a une vision stratégique à mettre en œuvre et surtout à appliquer. Il ne faut pas prendre de retard. Sinon, cet investisseur algérien venu de la diaspora va aller proposer ses services au Maroc, à la Tunisie, à l'Égypte. Il sera accueilli par le président de la République. On lui ouvrira toutes les portes. Chez nous, le pauvre gars, il est en train de courir à droite à gauche. Alors que son projet, moi je l'ai lu, il est très cohérent, il est efficace. Et si on a 2 ou 3 projets, l'avenir économique de l'Algérie, on peut se passer de pétrole. Je vous assure qu'on peut se passer de pétrole. Et les économies déjà de gaz qu'il fera, on pourra garder tout ce gaz pour faire de la gazochimie et ne pas l'exporter. On n'a pas besoin de l'exporter. On doit le transformer ici. Absolument. Et donc, il y a toute une vision, mais qui est à la barre? Il n'y a personne à la barre pour prendre les décisions. Le président est malade, il est à l'étranger. Le Premier ministre, c'est un administratif. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti d'une grande université, qui n'a pas fait Polytechnique Paris ou Yale ou Harvard. On n'a pas Même ça suffit pas. Il faut avoir de l'autonomie politique. Non, il faut avoir... Mais c'est sérieux, mais elles viennent d'où? Elles viennent des compétences, elles viennent de cette sélection par le travail et le QI et l'énergie et la réussite. Ça ne vient pas par un diplôme de docteur en ceci ou en cela. On est d'accord. Oui, allez, pour une dernière intervention. J'avais évoqué les taxes. Hein. La question des taxes énergétiques. Ce qui est prévu dans cette loi de finances, c'est le relèvement des taxes énergétiques applicables au secteur professionnel, donc tertiaire, industriel, commercial, etc. C'est-à-dire qu'à l'exception des ménages. Donc le message qu'il y a dedans, c'est que pour cette année, à l'exception des ménages, l'électricité va augmenter. Et je crois que c'est une tendance lourde des prochaines lois de finances. Donc le fait de remonter le coût de l'électricité, tout en gardant une certaine fourchette de compétitivité sur la question du coût de l'électricité, est une tendance lourde et qui est destinée non pas à résorber la Sonelgaz, c'est une taxe. Elle va aller au Fonds national pour soutien des énergies renouvelables. C'est tel que c'est écrit dans le texte, hein. Ça va au fond, et donc c'est censé soutenir les politiques publiques. Le problème, et là on sort de la loi de finances pour rentrer dans le politique, le problème c'est que les politiques publiques elles-mêmes ne sont pas dessinées, ne sont pas claires, et pour celles qui sont affichées, sont des politiques erronées. Et là, c'est-à-dire qu'on est en train de faire fausse route dans le domaine des énergies renouvelables. Et pourquoi ? Parce qu'on est en train de se focaliser sur des projets, je dirais, quasiment industriels, de centrales dans le sud, de centrales solaires, etc. Alors que le gisement majeur, pour aller très vite, c'est le photovoltaïque urbain dans les zones, ce qu'on appelle les small grids, les mini grids, et l'isolé, le off-grid totalement. Là, on peut aller très vite parce que ce sont les petites entreprises, ce sont les ménages qui vont financer eux-mêmes leurs panneaux par un canal bancaire. Et là, il n'y a rien. On est en train de raisonner que sur le fait qu'on a 4 appels d'offres qui traînent depuis presque 10 ans. 1040 mégawatts. Les 1000 qui traînent depuis 10 ans, on est incapable de sortir des appels d'offres. Depuis Bouteflika. Alors, quand on parle de stratégie, la stratégie dans les photovoltaïques, elle est générale. Il y a les écoles, il y a le privé, il y a les petites agglomérations isolées et il y a les grandes centrales. Il faut avoir une politique globale. Il ne faut pas sélectionner. Ce que je veux dire, je n'exclus pas. Mais je dis, le fait de se focaliser sur 3 ou 4 centrales qu'on trimballe depuis 10 ans, projet qui ne décolle pas, c'est une erreur. Alors qu'il y a des milliers de mégawatts à gagner ailleurs. Et ce que je dis, c'est la politique est globale. Voilà, vous dites la même chose. Que ce soit les écoles, les universités, on doit tous les lieux publics, on doit les équiper. Messieurs, on en a fini avec ce café presse politique. Déjà. Café presse économique, café des experts économiques. C'est mercredi. En principe, on doit tenir aujourd'hui aussi un CPP, mais c'est pas certain parce que on a été pris de court un peu par le 20h, par le couvre-feu de 20h, et c'est possible que ça se tienne demain. J'en profite pour donner l'information. Oui. On a fini avec l'énergie. Mercredi 4
novembre, il y a exactement une semaine, décédé Nazim Zoué Chaparidi des suites du Covid. Grand pétrolier, grand PDG. Un visionnaire aussi. Hein. Un visionnaire, grand PDG de Sonatrach et consultant très favorable à la transition énergétique qu'il est venu défendre beaucoup de fois à Radio M. On a été très émus d'apprendre sa disparition. J'en profite au nom du Café des experts économiques pour présenter à nouveau nos condoléances à sa famille. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans 15 jours, on parlera encore un peu de la loi de finances parce qu'entre-temps, elle aura été votée et on parlera cette fois-ci plus du volet budget et des grands équilibres économiques. Cette fois-ci, on a commenté quelques mesures fiscales. Merci beaucoup. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.